Messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission spéciale de Téléhandicap. Il y a des moments dans la vie qui laissent parfois des traces marquantes suite à un événement, à une rencontre ou même à un engagement public entre des êtres humains pour défendre les droits et la dignité des personnes vivant avec un handicap. Le sujet qui nous interpelle aujourd'hui est tellement important qu'il doit faire partie intégrante, à mon avis, de la législature québécoise pour donner un peu de baume à la souffrance, à ceux et celles qui n'ont rien ou presque pour l'équilibre de la société. Sans plus tarder, il me fait grand plaisir d'accueillir aujourd'hui deux membres de l'École démocratique du peuple. Et j'ai nommé Madame Elisabeth Prass, porte-parole de l'opposition officielle pour les personnes vivant avec un handicap ou avec le spectre de l'autisme, et Madame Désirée McGraw, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'économie sociale et de solidarité sociale. Mesdames les députés, bienvenue à cette émission spéciale de Téléhandicap. Merci de l'invitation. Ça fait Merci. plaisir. Je commence avec Madame Prass en premier. Madame la députée, vous êtes diplômée en sociologie, si j'ai bien compris, avec un parcours universitaire en commerce international et en politique. Je pense que le bénévolat et la politique ne font qu'un dans votre vie, évidemment, à part votre famille. Votre bénévolat traverse nos frontières pour répondre aux besoins des personnes vulnérables vivant et surtout vivant avec le trouble de l'autisme. Euh, Ce trouble neurodéveloppement caractérisé par des difficultés de comportement et de communication commence à prendre place dans nos sociétés actuelles et surtout, il devient lourd pour les parents et les aidants naturels. Êtes-vous satisfaite, Madame Prass, des résultats jusqu'à présent? Donc, moi-même, étant la maman d'un petit garçon sur le spectre de l'autisme, comme vous avez mentionné, moi, je vis la réalité de ses parents à tous les jours. Et malheureusement, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas assez de services, que ça soit pour le répit, que ça soit pour l'orthophonie, que ça soit pour le soutien dans les écoles. Et comme vous dites, les parents se retrouvent souvent à être responsables tout seuls de la réalité de leurs enfants. Que ça soit des bris de services qui font en sorte qu'un enfant est renvoyé de l'école, et ensuite, le parent doit quitter son emploi pour être à la maison avec eux, devenir leur proche aidant à temps plein et donc avoir un revenu de moins. C'est extrêmement de pression sur ces parents-là. Quand le ministre Carman annonce 50 millions sur 5 ans pour des services de répit pour ces personnes et pour ces familles, mais qu'en vérité, la première année, le tout a été tellement mal ficelé et fait à la dernière minute qu'il y a énormément d'argent qui n'a pas été dépensé, qui était prévu à ces fins-là et qui est retourné dans le fonds consolidé du gouvernement. Comme vous dites, on est rendu au Canada qu'un enfant sur 65 va être diagnostiqué dans sa Mmh. vie sur le spectre de l'autisme. Et malheureusement, ce chiffre ne fait qu'augmenter. Et donc, le gouvernement a besoin de vraiment examiner cette question en profondeur pour s'assurer que les ressources sont en place pour soutenir les parents, pour soutenir ces enfants qui vont ensuite devenir des adultes. Parce que ce qu'on ne parle pas souvent, c'est de la transition de l'enfance à l'âge adulte des personnes sur le spectre de l'autisme. Une fois que le jeune quitte le réseau scolaire à l'âge de 21 ans, il n'y a presque plus de services qui leur sont offerts. Et donc, tout revient aux parents. Et c'est une réalité auquel le gouvernement doit faire face au nom de tous ses parents et au nom de tous ses futurs parents. Dites-moi, vous avez donné un chiffre qui m'a frappé un peu. L'autisme, dans les critères scientifiques, ça arrive à quel âge à peu près pour un enfant? Est-ce que c'est à la naissance ou c'est après à la naissance? Ça Êtes-vous dépend. Il y a des personnes qui se font diagnostiquer en tant qu'adulte. Moi, mon fils s'est fait diagnostiquer à 1 an. Je vous dirais que ça dépend de la lourdeur.
de l'autisme. C'est un spectre, comme on le sait. Il y a des gens qui fonctionnent hautement, qui peuvent aller au cégep, à l'université, qui vont avoir des carrières, qui vont être des scientifiques, etc. Et il y a des enfants comme le mien qui ne seraient jamais aptes au travail, qui n'auront pas l'habilité d'aller dans un cégep ou dans une université. Donc, c'est Mhm. l'autre question également, c'est que c'est un spectre qui est large et on ne peut pas prendre pour acquis qu'une personne qui est fonctionnelle, qui va à l'université, qui va au cégep, représente toutes les personnes sur le spectre de l'autisme. Donc, il faut vraiment comprendre qu'il y a différents niveaux et différentes lourdeurs et je ne pense pas que le gouvernement fait vraiment face à cette réalité-là. Mais est-ce qu'on peut dire, il est presque comme la paralysie cérébrale, il vient quasiment à la naissance. Vous, ça a été Tout à fait, identifié. nous sommes nés avec. Nous sommes nés avec. Ce n'est pas quelque chose qui se développe, c'est quelque chose qui peut se manifester davantage avec l'âge, mais c'est quelque chose avec lequel nous sommes nés. C'est ça, c'est quelque chose avec lequel nous sommes nés et comme j'ai dit, se manifeste à différents niveaux au cours de la vie. Donc, quand c'est un cas plus lourd, c'est plus facile à le diagnostiquer à un jeune âge, tandis que, comme j'ai dit, il y a des personnes qui se font diagnostiquer en tant qu'adultes. Mais on est Ah, bien né avec ça, c'est la façon dont ça se manifeste au cours de notre vie. c'est intéressant d'apprendre ça, là. Je vais continuer avec vous, Madame Prass. Le 11 septembre 2024, vous aviez déposé à l'Assemblée nationale une pétition, ou c'était peut-être le point de presse, le dépôt, je ne sais pas à quelle date ça a été fait, une pétition de 5264 signataires en réclamant la réintégration des diagnostics d'autisme et de troubles graves en santé mentale en donnant accès au programme de solidarité sociale, ce qu'on appelle le PPS. Voulez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer clairement le contenu de ce programme? Oui, donc en juillet 2022, le ministère responsable de la solidarité sociale a fait une révision de ce qu'on appelle la liste des diagnostics évidents. Donc, cette liste-là comprend différentes maladies qui font en sorte que si on a reçu cette diagnostic, on reçoit un accès plus facile, ben, un accès direct plutôt pour recevoir la solidarité sociale. Donc, on n'a pas besoin de faire une demande officielle. On envoie notre diagnostic. Si elle se retrouve sur cette liste-là, on reçoit la solidarité sociale. En juillet 2022, la ministre responsable de la solidarité sociale a demandé une révision de cette liste. Et elle a mandaté un comité, pas un comité d'experts comme c'est le cas avec l'INSPQ ou avec l'INES, mais elle a convié, je vous dirais, on n'est même pas sûr de tous les membres qui étaient là-dessus, mais elle a convié différentes personnes pour faire partie de ce comité pour faire la révision des diagnostics. Donc, elle a, entre autres, je pense qu'il y a 52 diagnostics qui ont été retirés, si je ne me trompe pas, et parmi eux se trouvent la schizophrénie, la bipolarité et le spectre de l'autisme qui veut dire maintenant qu'une personne qui se retrouve avec une des diagnostics qui a été retirée de la liste, elle n'a pas accès automatique à la solidarité sociale. Elle doit maintenant passer par le processus qui peut être très compliqué et très difficile, surtout pour une personne qui a un trouble du spectre de l'autisme ou même un trouble de santé mentale. Donc, on se demande pourquoi, premièrement, ce n'est pas des experts qui ont été mandatés pour revoir cette liste, pourquoi c'est des gens qui ont été choisis par la ministre et pourquoi moi, je vous dirais, une personne qui est apte au travail va bien préférer aller au travail et gagner un salaire plutôt que les quelques centaines de dollars qui leur sont offerts par la solidarité sociale. Donc, de penser que, ah, non, on a un diagnostic, mais peut-être qu'on est apte au travail, mais qu'on veut prendre avantage du système, je pense que c'est un argument vraiment qui est honteux. Et si on regarde la réalité des personnes et ce qu'il faut en tant que montant pour vivre de mois en mois, c'est pas la solidarité sociale comparée à un emploi avec un salaire pour lequel on va être content. Excellent, excellent. Ben, je retourne maintenant vers Madame Désirée. Madame Désirée McGraw, vous êtes la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'économie sociale et de solidarité sociale. Après un parcours universitaire jusqu'au doctorat entre l'Université McGill, Harvard, London School et l'Université Concordia, votre destin avait pris un autre chemin. Sillonner le monde pour participer et défendre les causes humanitaires de chez nous et d'ailleurs, et pour finalement choisir par la voix du peuple le fauteuil comme député de l'Assemblée nationale du Québec. D'ailleurs, j'en profite un petit peu de l'occasion, après avoir lu un petit peu sur vous, de mentionner spécifiquement votre participation à titre d'ambassadrice
et jeune délégué pour la jeunesse à la Conférence des Nations Unies pour l'environnement et le développement, ce qu'on appelle entre nous le sommet de la Terre. Et j'ai eu le privilège d'ailleurs de participer à ce sommet au nom, quand j'étais le président de l'Association canadienne pour les Nations Unies. C'était quelque chose d'émouvant. Et ça laisse des souvenirs jusqu'à maintenant, là. Donc maintenant, à titre de porte-parole de l'opposition officielle, Madame la députée, qu'est-ce que vous avez appris dans vos parcours, cet attachement à ce qu'on appelle le handicap avec des multiples expériences et surtout maintenant l'environnement et a été confirmé que si on n'a pas un environnement sain, ça crée un problème majeur, surtout pour les personnes handicapées. Qu'en pensez-vous? Mais je suis tout à fait d'accord. Donc, merci de souligner notre histoire commune au sommet de la Terre. Ça a été pour moi un événement vraiment marquant dans ma vie, justement en parlant d'environnement, mais aussi d'environnement, le lien entre le personnel, l'expérience vécue personnelle, mais aussi notre environnement. Tout est interrelié. Alors, c'est clair que moi, je n'ai pas l'expérience de ma collègue, de mon amie, en tant que maman avec des enfants ou avec qui vivent avec des handicaps et ou sur le spectre. Je n'ai pas cette expérience vécue, mais je comprends très bien que il faut mettre en place des mesures structurantes, des politiques publiques éclairées pour prendre en considération leur réalité et rendre la vie d'avoir effectivement de créer une société inclusive pour que ces personnes, pour que toutes les personnes de divers parcours, capacités puissent participer à leur plein potentiel à notre société. Et pour ça, je dis tout le temps que la diversité, ça peut être un fait, mais l'inclusion et l'inclusion sociale, c'est un choix. C'est le résultat de choix. Et en politique publique éclairée, pour créer une société où les gens ils sentent un sentiment d'appartenance, de confiance même, et ça prend des choix éclairés. Et c'est à nous, c'est à la société, c'est aux politiciens, c'est aux politiques publiques de créer cet environnement qui est inclusif pour que chaque personne puisse participer de ses capacités. Excellent, excellent, excellent. Je reste avec vous, Madame McCraw. Et c'est très important de voir deux députés. On le sait très bien d'ailleurs au niveau du handicap, les mamans sont très proches de leurs enfants, avec les papas aussi, mais on connaît cette sensibilité féminine qui donne une autre forme de vie pour les personnes handicapées. J'en suis conscient, les papas aussi. On connaît beaucoup la spécificité du handicap. Vous étiez le 11 septembre, lors de ce point de presse pour le dépôt de la dite pétition, vous étiez présente avec votre collègue, Madame Prass, pour défendre le programme de la solidarité sociale et entouré des représentants de différents organismes. J'aimerais bien les mentionner. Il y a l'Alliance des groupes d'intervention pour le rétablissement en santé mentale. Il y a la Fédération des mouvements Personnes d'abord pour Québec, la Fédération québécoise de l'autisme, le regroupement des organismes de personnes handicapées de la région de la capitale nationale et finalement le réseau communautaire en santé mentale. Quel a été le rôle de ces organismes versus le dépôt de cette pétition? Bien, je crois qu'ils ont joué un rôle essentiel, primordial. Je sais qu'ils ont travaillé de très près avec ma collègue et d'ailleurs, je souligne le courage de ma collègue, justement, de rentrer en politique. C'est jamais facile. Surtout, on a des enjeux à la maison avec nos familles. Et Elisabeth, on apprend beaucoup d'Elisabeth, tout le monde au caucus, de son expérience et on l'appuie à 100%. Donc, ça, c'est des expériences vécues et c'est très humain. Et c'est vraiment une femme de courage, de conviction. Et on est très choyés d'avoir dans notre équipe, mais aussi le Québec est choyé d'avoir une personne de qualité comme Elisabeth qui milite, pas juste pour sa famille, mais pour tous les Québécois.
qui vivent avec des handicaps ou des enjeux de santé mentale. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, je sais qu'Élisabeth, elle travaille de très près avec ces groupes. Elle a une grande crédibilité, évidemment, à cause de son expérience vécue, mais aussi de son savoir-faire et de ses connaissances. Et pour moi, ça a été un privilège d'être là pour l'appuyer, pour appuyer cette pétition. On sait qu'avec le gouvernement, on a enlevé effectivement 50 diagnostics évidents. Ça va vraiment dans la mauvaise direction. On ajoute à ces personnes qui vivent déjà avec des enjeux, avec des obstacles, on va dire, avec des enjeux, en tout cas, en tout cas, avec je ne veux pas dire les mauvais mots, mais avec plus de, on va dire, des défis, des difficultés. Et on ajoute pour ces personnes-là. Et là, avec le projet de loi qui vient d'être déposé par la ministre, le projet de loi 71 pour la réforme des programmes d'aide sociale et d'assistance sociale, qu'on fait avec ce programme précieux de solidarité sociale. Donc là, on a enlevé les 50 diagnostics évidents. Et là aussi, on vient d'enlever ce programme de solidarité sociale. On le fusionne avec le programme d'aide sociale. Ce n'est pas des personnes avec des contraintes sévères à l'emploi. Et on les fusionne avec ça va devenir un programme de dernier recours, d'aide de dernier recours. Mais c'est deux programmes complètement différents. Et la grande différence, c'est que ces personnes avec le programme de solidarité sociale, c'est des personnes qui ont été identifiées comme étant des personnes avec des contraintes importantes à l'emploi, temporaires. Si ça devient, c'est clair, c'est persistant, même permanent, ils ont accès au programme de revenu de base. Donc, on va dans la mauvaise direction avec ce projet de loi, et ça nous préoccupe beaucoup. Et Élisabeth et moi, on travaille de très près sur ce projet de loi. D'ailleurs, on passe la semaine prochaine à l'étude détaillée. Il y a des reculs importants. OK. Donc, on commence avec un projet de loi pour arriver à la fin à une loi. Exactement. Exactement. Donc, le cabinet, la ministre responsable de la solidarité sociale, donc mon homologue où je suis porte-parole, c'est elle qui l'a déposé, mais c'est au nom du gouvernement du Québec. Et effectivement, il y a des reculs importants pour des groupes vulnérables, dont les parents qui agissent de proches aidants pour des enfants qui vivent avec des handicaps et ou des déficiences quelconques. Je peux en nommer d'autres groupes vulnérables, mais je pense que c'est important de le souligner, qui vont perdre des acquis importants. Ah. Écoutez, Mme Prats, je retourne vers vous et on va aller dans la particularité de notre sujet d'aujourd'hui. Vous demandez précisément une approche psychosociale au lieu d'une approche biomédicale afin de répondre adéquatement à la réalité des personnes touchées et agir d'une façon différente pour répondre à leurs besoins. Ma question, elle est toute simple, mais assez touchée, comme on dit. Avez-vous en main une étude des spécialistes en la matière qui confirme la faisabilité de cette demande? La demande provient de la Fédération québécoise de l'autisme, parce que justement, dans le travail qui a été fait par le comité qui a été mis en place par la ministre de la Solidarité sociale, encore une fois, l'autisme est un spectre. L'autisme a des symptômes, disons des défis qui ne sont pas mesurables de façon biomédicale. Je vous donne un exemple. Il y a des personnes autistes qui ne supportent pas une lumière qui est forte. Il y a des personnes autistes qui ne peuvent pas supporter des bruits qui sont forts. Il y a des personnes autistes qui ont des problèmes de sociabilisation. Donc, tous ces éléments-là ne sont pas pris en compte quand on fait une évaluation biomédicale. On regarde vraiment le corps, on regarde vraiment les maladies, mais on ne fait pas de nuance avec la réalité de comment une maladie peut se manifester et ce que ces personnes, et encore une fois sur le spectre de l'autisme, chacun le vit de façon individuelle. Donc, ce n'est pas parce qu'une personne autiste, sa réalité est telle que ça s'étend à toutes les autres personnes. Donc, avec une évaluation psychosociale plutôt que biomédicale, on va vraiment prendre en considération les contraintes de la personne qui ne sont pas de nature physique,
qui peuvent être de nature sensorielle, qui peuvent être de nature, comme j'ai dit, en matière de socialisation, etc. Donc, vraiment se limiter au biomédical, ce n'est pas vraiment comprendre la réalité de ce que ces personnes peuvent vivre. Vous savez, j'ai eu l'occasion de rencontrer différentes personnes vivant avec l'autisme et moi, je me permets de vous dire, ce sont des génies, les autismes dans la tête, mais aussi, ils sont les prisonniers aussi dans la tête. Ça veut dire ils vivent un emprisonnement comme l'appareil cérébral, sont des personnes lucides, mais sont Oui, prisonniers dans leur corps. Vous me comprenez, je veux dire. Maintenant, tout à ma fait. deuxième, ma deuxième question, ou mon en rappel, comme on dit, comme vous connaissez très bien le terme, est-ce que ce rappel à l'égard de l'autisme, est-ce que l'autisme est une maladie ou un handicap? Ben, je vous dirais, encore une fois, ça dépend de la façon dont ça se manifeste. C'est une maladie dans le sens que, comme on a dit plus tôt, on est né avec cette réalité-là et c'est quelque chose qui va nous suivre toute notre vie. Donc, ce n'est pas une situation, on peut offrir des outils aux personnes sur le spectre de l'autisme pour mieux gérer leur réalité, mais leur réalité le sera toujours. Ce n'est pas quelque chose qui est guérissable ou encore pire, comme la ministre de la Solidarité sociale a dit, l'autisme est maintenant contrôlable. Ce n'est pas le Mhm. cas. Et comme je lui ai demandé de venir vivre 1 heure dans ma journée avec mon fils pour me démontrer à quel point l'autisme est maintenant contrôlable parce que ce n'est pas le cas. Donc, il y a différents aspects. Comme j'ai dit, c'est un état qui ne va jamais nous quitter, mais chacun le manifeste de façon différente. Donc, est-ce que ça peut être un handicap? Je vous dirais, comme j'ai dit dans l'exemple de mon fils ne sera jamais apte au travail. Donc, dans les yeux du gouvernement, c'est considéré un handicap parce qu'il y a un État qui fait en sorte qu'il ne peut pas participer, par exemple, au marché de l'emploi. Donc, je pense que c'est peut-être même un mélange des deux, dépendamment de la façon dont ça se manifeste dans la personne. Donc, votre fils actuellement, est-ce qu'il va à l'école? Est-ce qu'il s'adapte facilement avec, à l'école, avec ses amis aussi, ou avec plus avec les parents? Parce qu'il y a une notoriété au niveau de la relation entre les personnes autisme. C'est pour informer la population qui nous écoute et nos téléspectateurs. Comment il agit, votre fils? Vous vivez ça quotidiennement, quasiment avec lui. Quelle est la réaction de votre fils dans Oui, ce donc domaine social-là? mon fils a 11 ans, il s'est fait diagnostiquer à 1 an et mon fils aura la capacité d'un petit garçon de 3 ans presque toute sa vie. OK. Et OK. dans mon cas, mon fils est semi-verbal, et quand il Ah, est à OK. l'école, il préfère beaucoup plus les adultes que les enfants. Il Ah, socialise beaucoup plus avec les adultes que les enfants. Donc, c'est quand même difficile. Ben, il va dans une école spécialisée parce qu'il ne pourrait pas intégrer une école régulière, même avec des classes adaptées. Donc, il est dans une école spécialisée. Mais pour vous donner une idée de la réalité, euh, quand on se fait inviter par la famille, on a des événements, on peut pas, normalement, c'est soit moi ou mon mari qui reste à la maison avec mon fils et l'autre qui sort avec notre fils aîné, juste parce que euh, c'est difficile de le contrôler, il ne reste pas assis longtemps, il a beaucoup d'énergie et c'est difficile des fois, surtout quand il y a un grand groupe de personnes, de pouvoir vraiment, disons, je ne veux pas dire le contrôler, mais de faire en sorte qu'il peut participer avec tout le monde d'autre. Donc, encore une fois, c'est un spectre et chacun a sa réalité. Moi, j'ai une collègue à l'Assemblée nationale, notre collègue Jennifer Macaron, qui est responsable, qui est députée de Westmount. Elle aussi, elle a 2 enfants qui sont sur le spectre de l'autisme. Ces enfants sont présentement à l'université avec de l'accompagnement, mais ils sont à l'université parce que Concordia et Dawson, si je ne me trompe pas, dans les dernières années, justement, ont mis des programmes en place pour permettre aux jeunes sur le spectre de l'autisme qui ont besoin d'accompagnement, d'avoir cet accompagnement durant leur parcours académique. Donc, encore une fois, la réalité de chacun est différente, mais il faut s'assurer que n'importe où cet enfant, cet adulte se trouve sur le spectre, qu'il y a des ressources qui sont là pour les aider et accompagner leur famille. Donc, vous êtes en train de vivre la mission personnelle à vous pour protéger la réalité de votre enfant. Tout à fait, et c'est ce qui m'a amené en politique. J'ai travaillé en Et politique. les autres, je m'excuse, et les autres. Ben, exactement, la majorité de ma carrière s'est faite en politique, mais quand j'ai eu la chance de pouvoir me présenter, moi, j'ai voulu représenter toutes les familles comme les miennes, qui souvent n'ont pas de voix. Et oui, il y a comme j'ai dit, il y a des gens qui sont plus fonctionnels sur le spectre de l'autisme, mais il y en a qui ne le sont pas. Et on entend rarement
des familles comme les nôtres, parce qu'on a rarement une place d'avoir cette voix-là. Alors pour moi, c'était essentiel. Si j'allais faire ça, c'était pour le faire au nom de toutes ces familles-là qui n'ont pas de voix et pour être leur voix, pour s'assurer le plus possible qu'ils aient tout en place pour pouvoir bien accompagner leurs enfants. C'est excellent, c'est notre terme, c'est donner la voix aux sans-voix. C'est Exact. exact ça et je vous félicite pour ça là. Je retourne maintenant à Madame McGraw. J'ai eu le privilège d'interviewer récemment d'ailleurs l'honorable sénatrice Chantal Petitclerc et un des sujets les plus importants dans ces dossiers relève du handicap et l'employabilité pour les personnes handicapées, ce que je trouve c'est un point très, très, très important dans votre présentation et dans votre pétition. Si j'ai bien compris, les personnes ayant le trouble grave de santé mentale et de l'autisme représentent autour, je pense, 43 ou 45 de prestations de la solidarité sociale et presque 90 d'entre elles n'ont pas d'emploi. Que faut-il faire pour s'approcher un peu d'une réponse logique et bancable pour cette catégorie de handicap? Écoutez, c'est une très bonne question. Donc, justement, le programme de solidarité sociale, on avait proposé nous-mêmes un projet de loi pour justement favoriser les prestataires et, comme vous dites, la majorité qui rejoignent les populations vivant avec des handicaps ou des troubles mentaux, pour favoriser justement l'accès à l'emploi, l'insertion et même le maintien. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que le programme présentement, il y a des pénalités sur les gains de travail. Donc, nous, on avait proposé de s'inspirer de certains éléments du programme de revenu de base. Et ça, la différence entre le programme de solidarité sociale et le programme de revenu de base, c'est justement que ces contraintes sévères à l'emploi sont persistantes, sinon permanentes. Mais avec le calcul pour le PRB, le programme de revenu de base, on n'est pas pénalisé. On peut avoir des revenus cumulatifs. C'est calculé à travers de toute une année. Tandis qu'avec Solidarité sociale, c'est au cours d'un mois. Et à partir de 200 $, on est pénalisé pour les gains de travail. Donc, si une personne, par exemple, qui vit avec un handicap qui lui permet par contre de travailler l'été, mais peut-être pas l'hiver, cette personne-là se voit pénalisée, même si elle est capable d'aller chercher un peu plus de gains, plus de travail l'été, mais non l'hiver. Donc, plus de flexibilité dans le calcul, un montant plus élevé. Et ça, c'est vraiment bien, non seulement pour la personne, puisqu'elle gagne plus de sous, parce qu'on comprend qu'on est en pleine crise de coût de la vie, mais aussi pour l'économie. On est en pénurie de main-d'œuvre et c'est bon pour la société. Donc, c'est vraiment gagnant, gagnant, gagnant pour ces personnes qui ont la capacité. Une fois, donc, pas les pénaliser s'ils sont capables d'aller chercher plus de revenus. Aussi, insertion au travail et maintien. Donc, il faut appuyer les organismes sans but lucratif, mais aussi les petites et moyennes entreprises qui ont la volonté, qui ont peut-être la volonté d'employer ces personnes-là, mais n'ont pas les connaissances, ils n'ont pas les connaissances, ils n'ont pas l'expertise, ils n'ont pas l'expérience. Et on a entendu, par exemple, Renaissance Québec, qui est venu nous parler en commission pendant des consultations particulières pour nous donner, entre autres, et aussi la Fédération de la Chambre de commerce du Québec, pour nous donner des suggestions justement pour accompagner les entreprises dans leur accompagnement pour l'insertion au travail, mais aussi le maintien, parce qu'on comprend que ce n'est pas toujours linéaire pour beaucoup de personnes qui vivent avec des défis. Alors, il faut vraiment miser sur ne pas pénaliser ces personnes-là s'ils ont la capacité de travailler et leur appuyer, leur accompagner en travail. Mais c'est sûr que si c'est des contraintes à l'emploi qui sont permanentes, dans ce cas-là, on parle de revenus de base parce que ça va être pour un plan sur une période indéterminée. Dites-moi quelque chose, et c'est très important, vous le savez très bien, au Québec, nous avons presque, d'après les derniers chiffres et statistiques,
autour de 2 500 000 personnes vivant avec un handicap. Premièrement, je voudrais savoir quelque chose. Quel est le pourcentage pour les personnes autistes? Avez-vous déjà un pourcentage quelconque pour répondre à cette question? Non, il n'y a pas de données auprès du gouvernement à cet égard-là. Ils ne font pas, je ne pense pas que dans leur recensement, ils font la distinction. On voit souvent handicap sans faire la distinction entre un handicap physique et un handicap neurodivergent. Oui, Et donc, malheureusement aussi, ça démontre un petit peu à quel point le gouvernement ne comprend pas la réalité des différentes personnes. Parce qu'on ne peut pas mettre toute personne avec un handicap dans la même catégorie. Comme j'ai dit, il y a différentes formes de handicap. Mais non, pour l'instant, le gouvernement ne fait pas ne recense pas ce données-là, donc on n'a pas de chiffres exacts en tant que tel. Mais je peux vous dire, par exemple, le ministre Carman qui a mis en place un programme Agir tôt pour le dépistage des tout-petits dans les garderies, des 0 à 5 ans, depuis 2017, si je ne me trompe pas. Non, excusez-moi, depuis 2018, si je ne me trompe pas, il y a déjà 30 000 enfants, 30 000 tout-petits qui ont été diagnostiqués dans nos garderies avec un trouble du spectre de l'autisme. Ça, en plus de tous les enfants qui ont reçu un diagnostic dans le réseau public ou réseau privé par leurs parents. Donc, juste dans les dernières années, le gouvernement a pu en dépister 30 000 qui n'avaient pas reçu un diagnostic. Donc, ça vous donne une idée de l'ampleur. exactement ça, là. Exactement ça. En conclusion, je m'adresse à vous deux. Vous savez très bien que le monde a ce qu'on appelle la Charte universelle. Et l'article 1 de la Charte universelle, nous sommes tous nés égaux, que ce soit une personne handicapée ou une personne valide. Maintenant, et je m'adresse à vous deux, avez-vous un message clair pour sensibiliser non seulement les gouvernements, mais aussi la population pour que le voisin s'approche de son voisin handicapé et lui tende la main? Allez-y, Madame Prass. Moi, je vous dirais qu'il n'y a pas une personne, que ce soit au Québec ou en Amérique du Nord, au monde, qui ne connaît ou qui n'a pas fait la connaissance d'une personne avec un handicap, qu'il le sache ou non. Il y a des handicaps invisibles, justement, comme l'autisme, par exemple. Et juste pour revenir à quelque chose que vous avez dit tantôt, la plus grande concentration de personnes autisme au monde est à Silicon Valley, là où se fait tout ce qui est technologique de fine pointe. Et c'est parce que souvent, comme vous avez dit, ceux qui sont plus fonctionnels ont une capacité de voir les choses et comprendre les choses d'une façon beaucoup plus avancée que plusieurs personnes. Donc, de dire qu'une personne a un handicap et de les rentrer dans une catégorie avec tout ce que ça peut comprendre comme discrimination et préjudice, c'est ne pas faire l'honneur de l'être humain. Parce qu'on peut être différent, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable. Et je pense que, comme j'ai dit, quand les gens réalisent de plus en plus à quel point il y a des gens avec un handicap qui les entourent, on va avoir vraiment une conversation à ce moment-là pour dire, ben, écoute, pourquoi est-ce qu'on vous n'intègre pas davantage dans la société? Vous pouvez contribuer à la hauteur, chacun à la hauteur de ses capacités. Et ça aussi, c'est un argument qu'il faut faire passer. Chacun à la hauteur de ses capacités. On ne peut pas s'attendre à ce qu'on fasse du copier-coller, que tout le monde soit pareil. Si on a un diagnostic, tout le monde le vit de la même façon. Ce n'est pas du tout vrai. Alors, je pense que c'est une question de sensibilisation et quand les gens vont faire la connaissance de ces personnes-là, ils vont comprendre que les préjugés n'avaient pas lieu en première place. Madame Magloire, on vous écoute à ce sujet-là. Bien, c'est très inspirant d'écouter ma collègue et je suis tout à fait d'accord qu'il faut vraiment mettre en place toutes les conditions gagnantes pour que les personnes, chaque personne, a ce droit universel de vivre son plein potentiel. Et c'est à nous, les personnes qui travaillent, les élus, de s'assurer de mettre en place aussi des politiques publiques, parce que ce n'est pas juste à la personne ou même à sa famille, c'est à nous de mettre en place des politiques publiques, de créer vraiment une société inclusive. Et souvent, les personnes qui vivent des handicaps, qui vivent avec un handicap et ou déficience et ou santé mentale, sont doublement pénalisées. Il y a des préjugés contre ces personnes-là qui se trouvent aussi, qui risquent de se retrouver surreprésentées, des personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Il y a aussi beaucoup de préjugés
contre ces personnes qui vivent la précarité, sinon la pauvreté. Alors, souvent, sont doublement jugés et doublement pénalisés. Et c'est à nous. Nous avons le devoir, en tant qu'élus, législatrices, de mettre en place des politiques éclairées, des mesures structurantes pour appuyer ces personnes-là, puis aussi travailler à sensibiliser la société pour être vraiment une société inclusive et juste. Mesdames les députés, votre implication honorable dans le monde du handicap laissera inévitablement ses traces à titre d'un modèle à suivre. Continuez ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui pour les personnes handicapées. Vous le retrouverez probablement ou inévitablement même votre récompense un jour, même dans le désert. Et bienvenue à cette émission et je vous remercie. Merci à vous. À vous, chers téléspectateurs, téléspectatrices, je vous remercie de votre présence et ce n'est que nos revoirs pour un autre engagement pour de meilleurs lendemains. Merci.